le coup d'État qui a eu lieu le 15 juillet dernier était un coup d'État avorté. Et donc on pourrait s'attendre qu'après un coup d'État avorté, le gouvernement retrouve une certaine sérénité. Évidemment, prennent des dispositions contre les putschistes parce que c'est pas simplement un scénario. Il y a eu un vrai tentative de coup d'État. Ils ont échoué, heureusement, mais il y a eu des morts, autour de 250 personnes qui sont mortes lors des affrontements dans la soirée du 15 au 16. Donc on aurait pu s'attendre que, après quelques mois de mesures exceptionnelles, le gouvernement s'attende à se transforme et joue la carte d'union nationale. Au contraire, malheureusement, Tayyip Erdogan a joué la carte de profiter de ce coup d'État et l'état d'urgence qui a été décrété 4 jours après pour suspendre quasiment totalement, l'état de droit et aller bien au-delà de la poursuite des putschistes. Il a visé non seulement à éradiquer la présence de la communauté guelleh dans l'État et même dans la société civile, et il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi essayé, il réussit en partie à nettoyer toute l'administration publique des éléments qu'il considère perturbateurs, opposants, mettant des bâtons dans les roues de son gouvernement, c'est-à-dire des gens de gauche, une partie des militants kurdes, etc. Et donc, du coup, la Turquie s'est transformée en une immense prison, notamment pour les journalistes déjà, puisque au jour d'aujourd'hui, nous avons au total environ 150 journalistes en détention. La somme est supérieure à la somme des journalistes en détention en Chine et la Russie réunie. Donc là, on a un exploit malheureusement extraordinaire. Et le bilan est extrêmement lourd parce que il y a à peu près 130 000 au jour d'aujourd'hui de fonctionnaires soit limogés, soit suspendus. La grande majorité sont limogés, une partie sont suspendus. 46 000 personnes qui sont en détention, en arrestation. Des universitaires qui ont été licenciés, des centaines d'associations, de fondations fermées, 8 000 entreprises privées, industrielles et commerciales dont les propriétés ont été saisies par l'État, confisquées par l'État sous couvert de financement du terrorisme de la communauté guelleh. Vous voyez, nous vivons dans une situation qui dépasse très très largement des mesures qu'on pourrait comprendre dans le cadre d'un état d'urgence que l'on prend envers les putschistes. Et en plus, il gouverne, du coup, en profitant de l'état d'urgence. Il a court-circuité le Parlement. L'état d'urgence lui donne le droit au gouvernement de publier des décrets-lois qui ne concernent pas la lutte contre les putschistes, mais la réorganisation de l'État. Tout l'État est réorganisé, des universités fermées, par exemple. Avec un décret-loi, le président Erdogan a décidé, il y a 2 mois, que désormais les présidents de l'université ne seront pas élus, mais qu'ils seront nommés par lui. Alors que la Constitution ne lui permet pas, au décret-loi qui dépasse le cadre de leur raison initiale de régner, d'autant plus que ces décrets-lois, on ne peut pas le porter devant le Conseil constitutionnel, ni contester devant les tribunaux administratifs. Alors nous sommes vraiment dans une situation où il n'y a pas d'état de droit. Et jusqu'à quand ? Là aussi, c'est extrêmement vague. Tayyip Erdogan, il dit le temps nécessaire pour éradiquer tous les éléments putschistes, gulenistes, terroristes, etc. Et là, ça peut aller très très loin parce que la Turquie a déjà, depuis 1984, essayé d'éradiquer la lutte armée de PKK. Donc du coup, si c'est la même chose continue vis-à-vis des autres, nous sommes vraiment dans une situation où on peut entrer dans une sorte d'état d'exception permanente.
Alors, en profitant de cet état d'urgence et le climat d'inquiétude et d'arbitrage qui règne, Tayyip Erdogan a remis à l'ordre du jour, avec le soutien totalement inattendu du chef du parti d'extrême droite nationaliste, un vieux rêve qu'il essaye de mettre à l'ordre du jour en Turquie, mais qu'il ne réussissait pas depuis 4 ans, mettre en place un régime présidentiel, mais pas n'importe quel régime présidentiel, un régime hyper présidentiel, un régime où la séparation des pouvoirs est annulée, de fait. Le président devient Premier ministre, le président forme le gouvernement, mais en même temps, bon, jusque-là, on dirait que c'est un régime présidentiel, mais en même temps, il aurait le droit d'être membre du parti, donc du coup pas n'importe quel membre, évidemment chef du parti, et par conséquent les élections présidentielles et les élections parlementaires, selon tout ce qui est proposé au référendum le 16 avril prochain, les élections présidentielles et les élections parlementaires se font en même temps, simultanément, et du coup, s'il gagne les élections, le président, probablement il gagne aussi les élections au niveau législatif, donc du coup il est chef du parti majoritaire, il est chef de l'exécutif. Le gouvernement n'a pas de compte à rendre au Parlement puisque c'est un gouvernement à la manière américaine, c'est-à-dire il n'y a pas de vote de confiance, il n'y a pas de Premier ministre, il est chef de l'État et chef et Premier ministre, et il a un large pouvoir de nomination de la haute juridiction. Donc là, on voit bien, la séparation des pouvoirs est rompue. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il dit, la séparation des pouvoirs, c'est quelque chose, une ancienne du XXe siècle, c'est un vieux truc, il faut aller vite. De toute façon, le plus important contrôle, le plus important check and balance, c'est le vote du public. Et si le public n'est pas content, il n'élira pas le président dans 5 ans. Donc du coup, pour lui, la seule sanction, le seul contrôle possible, c'est le suffrage. Et là, nous avons vraiment une conception très autoritaire, très... en termes d'Amérique latine, je dirais très caudillo, très chef. Chef qui réunit l'ensemble des pouvoirs et qui est en fusion avec le peuple. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et le peuple. Il représente le peuple plus qu'il représente. Il incarne le peuple et le peuple lui donne un mandat renouvelé tous les 5 ans. Et à partir de là, nous n'avons absolument pas besoin d'avoir d'autres instances qui feraient une sorte de contrôle ou d'équilibre dans les pouvoirs. Ça, c'est cette conception, sa conception, mais il faut reconnaître que cette conception ne rencontre pas une adhésion franche, massive, y compris dans sa base électorale, ce qui explique les crispations actuelles et cette tension calculée, je crois, cette tension calculée avec l'Europe, particulièrement avec l'Allemagne et la Hollande, en profitant d'une décision critiquable, certes, de l'Allemagne et surtout de la Hollande, de vouloir interdire ces meetings électoraux. C'est discutable. Cette décision d'interdiction est discutable, mais normalement, ce genre de décision, on le gère par les voies diplomatiques. Alors que là, il a vraiment poussé à une exacerbation du conflit, exprès parce que cela lui permet de mobiliser une partie de son électorat indécis autour, nous et les Occidentaux, nous et les ennemis de la Turquie. Et maintenant, il assimile évidemment tous ceux qui appellent à voter non parmi les supporters du terrorisme. Et l'Europe est accusée d'être soit nazie, soit supporter du terrorisme. Et ça lui permettra peut-être de gagner quelques points dont il a besoin. Et c'est ça qui est affligeant, parce que ça peut être une stratégie payante. Il voudrait bien être nouvel Atatürk, d'autant plus que son projet, c'est la nouvelle Turquie. Il parle de la nouvelle Turquie. Et il veut refonder, il veut être
deuxième fondateur, ou le fondateur de la nouvelle Turquie, après la fondation de la Turquie républicaine, fonder une nouvelle Turquie qui serait républicaine mais conservateur, qui serait une république conciliée avec l'islam, réconciliée avec l'islam, où l'islam serait présent dans l'espace public. Il n'a pas le projet d'amener la charia, etc. Je pense que là, ça le dépasse. Il doit y avoir dans son entourage quelques groupes et mouvements désireux, mais le cœur de son pouvoir et lui-même, il est plutôt pour la mise en place d'un conservatisme marqué par l'islam, évidemment, et surtout un vrai travail de reformatage du système éducatif avec beaucoup plus de cours de religion, remise en cause des acquis de l'enseignement moderne, d'un certain aspect de l'enseignement moderne, etc. Et surtout, le troisième aspect, c'est trouver à la Turquie un espace qui serait... C'est un rêve qu'il a beaucoup caressé lors des révolutions arabes, c'est-à-dire devenir un peu le pôle du Moyen-Orient. Maintenant, c'est échoué, mais de jouer toujours cette ambition de grandeur mondiale de la Turquie, mais les portes de l'Union européenne sont fermées. Dans l'OTAN, il commence à devenir un peu un statut de allié pas trop fidèle, ou en tout cas suspect. Et les relations qu'il peut mettre en place avec la Russie ne sont pas des relations qu'on peut approfondir à long terme à cause des intérêts historiquement très divergents. Et donc, du coup, c'est une quadrature du cercle en même temps. Mais il mobilise énormément la peur d'une majorité des Turcs, la peur d'un nouveau dépeçage de la Turquie, de la majorité des Turcs. Et il mobilise cette peur pour consolider autour de lui un bloc islamo-nationaliste.